Ils étaient près de 38 millions en 2025. Malgré les polémiques et les débats, les croisiéristes sont de plus en plus nombreux. Ils se plaisent à parcourir les océans sur des paquebots gigantesques, dans des aventures balisées, sous le signe de l'abondance. Quand Dylan postule à un emploi d'hôte international sur un bateau, il espère que ça va le changer de son quotidien un peu ennuyant. Il se retrouve alors dans un tourbillon d'excitation, une véritable ville sur l'eau avec des collègues de toutes les nationalités. Mais à vivre déconnecté de la réalité, il oublie un peu vite que la mer peut aussi être dangereuse. Vous écoutez Transfert. Ce témoignage a été recueilli par Julie Plouvier. En 2011, j'ai 28 ans, je travaille à l'accueil d'une banque et puis je m'ennuie un peu sur le poste, je cherche une offre d'emploi sur internet. Je tombe sur une offre d'une compagnie de croisière qui cherche des hôtes internationaux, je me dis postule. On verra bien ce que ça donne et je postule et je suis contacté par une agence en Espagne qui recrute pour le compte de Costa Croisière. Donc je passe toutes les étapes de recrutement et au mois d'octobre, j'embarque sur le Costa Concordia en tant que hôte international pour une durée de 6 mois. La croisière sur laquelle j'embarque, c'est une croisière de 7 jours en Méditerranée et cette croisière a des embarquements tous les jours. Le poste d'hôte international, c'est un poste un petit peu le référent francophone à bord des bateaux. Les tâches qui me sont attribuées, c'est d'être, gérer les plaintes, accompagner les gens en excursion, mais aussi assister aux soirées de gala. Sur ce bateau-là, il y a 3780 passagers et 1200 membres d'équipage. Alors moi, j'embarque au mois d'octobre à Savone, en Italie. Et donc, je monte à bord et là, je découvre ce bateau qui est gigantesque. Il y a 15 ponts. La décoration est clinquante, hyper colorée. Il y a un théâtre de 2000 places. Il y a un spa complet avec tout ce qu'un spa peut comporter, des salles de massage, des saunas, des hammams, des jacuzzis. Il y a une salle de sport, il y a plusieurs piscines, il y a un toboggan, il y a des boutiques, plein de boutiques. Tout ce qu'on peut imaginer dans une petite ville, on peut le trouver sur 300 mètres de long. Et moi, je me sens toujours excité, émerveillé de voir ça. Et en même temps, j'ai peur parce que je vois ce bateau qui fait 300 mètres de long, je connais personne et je me dis, est-ce que je vais arriver à faire ce pourquoi j'ai été recruté? Et il faut que moi, je prenne des points de repère en arrivant parce que je dois orienter les passagers qui, eux, viennent juste d'arriver. Et peu importe pour eux que je sois là depuis hier ou que je sois là depuis 3 mois, il faut que je les oriente. Et surtout, j'ai sur une semaine entre 1000 et 1200 passagers francophones à bord pour me dire où se trouve le restaurant, où se trouve le bar, où se trouve le spa. Il faut que je sache tout de suite que je leur réponde du tac au tac en leur disant c'est tel pont, c'est tel endroit, vous prenez les ascenseurs panoramiques vitrés qui sont là. C'est excitant, mais en même temps, c'est un peu effrayant. Mon quotidien sur le bateau, c'est vraiment un tourbillon. C'est du matin au soir, sans arrêt, à guider les passagers, les aider, les renseigner, à être là, à participer aux animations du soir et de la journée, à les accompagner en excursion. Voilà, moi, je suis pas quelqu'un de timide, donc moi, je vais forcément vers les gens, je vais discuter avec eux, je vais rire avec eux, je vais les taquiner, je vais jouer avec les enfants. Ça fait partie du tourbillon, toujours avec les passagers, toujours être à 100% dédié aux passagers. Ça fait 2 mois que je suis à bord, j'ai trouvé mes repères et le 3 décembre, je fête mon anniversaire. Mes collègues m'organisent un anniversaire surprise et il y a un énorme gâteau au chocolat avec marqué « Joyeux anniversaire Dylan ». Je suis très touché parce que je suis loin de ma famille proche, de mes parents, de mes amis. Quand on est en mer, on n'a pas forcément de contact avec eux. À terre, tu as du réseau, mais tu n'as pas forcément le forfait mobile qui te permet d'avoir Internet ou des appels à l'étranger. Donc, c'est difficile. Et j'ai cette deuxième famille qui me fait sentir comme à la maison et c'est très important. Et juste après l'anniversaire, la période de Noël commence sur le bateau. C'est vraiment la fête. On a vraiment l'impression d'être dans un parc d'attractions. Nous, l'équipage, on a un bonnet de Père Noël. Il y a des lâchers de neige artificiels dans le haut. Le Père Noël descend par les ascenseurs panoramiques avec une hotte, avec des petits cadeaux et des chocolats pour les enfants. C'est vraiment une fête perpétuelle dans tous les bars. Il y a de la musique de Noël.
Les parents sont de bonne humeur, les enfants sont joyeux. Nous, entre nous aussi, on est contents parce que c'est ma famille. Donc on se taquine plus, puis il y a vraiment la fête, quoi. Les fêtes sont terminées. Noël, Nouvel An, c'est terminé. Ça fait 3 mois que je suis à bord. Et on est à Civitavecchia aujourd'hui. Donc, c'est le port pour la ville de Rome. On est le 13 janvier. Je me lève à 7h du matin, tranquillement. J'allume la télé dans ma cabine. Je regarde la caméra qui filme à l'extérieur pour voir le temps qu'il fait. Je vois qu'il fait soleil. Je me dis, super, ça va être une bonne journée. Je me prépare, je retrouve mes collègues, on prend un café tranquillement. C'est le départ des excursions. Donc moi, je vais au bar et je donne aux passagers leur numéro d'excursion à coller sur leur veste. Et je fais mon show, voilà. Je rigole, j'interpelle les gens, je joue avec les enfants. Voilà, les passagers partent en excursion, vont passer la journée à Rome. Moi, ce jour-là, je débarque pas, je reste sur le bateau, j'en profite pour me reposer. Le soir, vers 18h, les excursions reviennent. J'accueille les passagers qui reviennent, toujours pareil, en faisant le fou, en faisant le clown, en m'amusant. Je fais ma permanence que je fais tous les jours dans un bar pour conseiller les passagers, recevoir les plaintes s'il y a des problèmes, répondre à des questions. À 19h, le bateau quitte le port de Civitavecchia en direction de Savone pour une nuit de navigation. Les passagers vont au théâtre, d'autres vont dîner, d'autres vont sur les ponts extérieurs pour profiter du temps qui est assez beau pour un mois de janvier. Donc moi, je vais dîner. Une de nos collègues, la collègue allemande, Christina, débarque à Savone le lendemain, donc on décide de boire un verre tous ensemble dans un bar. On se rappelle les souvenirs des croisières précédentes, donc c'est très sympa. Et puis il est un peu avant 21h, je me dis, allez, va te mettre à ta cabine, tu remonteras dans les salons après. Je me pose sur mon lit, je prends mon iPad et j'appelle mon meilleur ami. Puis voilà, je discute avec lui un peu, il me demande comment ça se passe, comment je vais, tout ça. Et puis, d'un seul coup, un bruit assourdissant et un choc. Des vibrations énormes et Internet se coupe, plus de lumière et plus rien. Tout qui tombe dans ma cabine, le placard il s'ouvre, j'ai mes affaires qui tombent, la télé tombe. Je suis sur mon lit, dans ma cabine. Donc, c'est des cabines avec des lits superposés. Moi, je suis sur le lit du haut. Je suis là, mais je perds complètement la notion de l'endroit où je suis. Je perds la notion du temps aussi. En fait, je comprends pas. Je suis tout seul, je suis dans le noir. J'ai mes affaires qui sont par terre. Tout est sans dessus-dessous. Voilà, je suis paumé. Je sais plus. J'ai plus de réseau Internet, j'ai plus de lumière, il n'y a plus rien. D'un seul coup, j'entends l'alarme Tango India. C'est l'alarme qui signifie qu'il y a une voie d'eau sur le navire. Donc là, je comprends qu'il y a quelque chose. C'est de l'eau qui rentre sur le navire. Mais je ne sais pas par où, je ne sais pas comment, je ne sais pas. La seule chose que je sais, c'est le protocole que j'ai appris à faire avant d'embarquer, qui consiste à monter à la passerelle de commandement et faire les annonces en langue française pour les passagers francophones du bateau, puisque je suis le seul membre d'équipage à parler couramment le français. Je sais ce que je dois faire, donc je me lève. Dans le noir, j'arrive pas à trouver mon téléphone portable, je le trouve pas. Je sais pas ce qui va devenir de nous par la suite, donc je cherche une veste, je trouve pas. Je dis tant pis, je prends ma couverture sur le dos, hop, je sors. J'arrive dans le couloir, j'ai tous mes collègues qui sont sortis, qui sont un peu ébahis aussi, donc on se dit qu'est-ce qui se passe? Moi, je monte à la passerelle de commandement à pied, donc ma cabine étant au pont 4, la passerelle étant au pont 12, j'ai 8 étages à monter à pied dans le noir, le plus vite possible, en mocassin, en chemisette, et je monte. Voilà, je monte, j'arrive à la passerelle de commandement, je me sens comme si j'ai enclenché à ce moment-là un mode robot automatique qui fait que je fais ce que j'ai appris, entre guillemets, sans trop réfléchir. Je me mets sur le côté parce que sur la passerelle, il règne une ambiance assez bizarre. La passerelle, elle est dans le noir, juste éclairée avec des lumières rouges. C'est les lumières rouges de sécurité
parce que comme on n'a plus de lumière sur le navire, c'est des générateurs de secours qui prennent le relais. On commence quand même pas mal à pencher, le bateau penche beaucoup. Il y a beaucoup de bruit, il y a des bips, ça bouge dans tous les sens, ça parle en italien. Le commandant est au téléphone, les officiers sont au téléphone. Ils communiquent avec la salle des machines, ils communiquent avec les autres équipes du bateau. Je suis avec mes collègues, on est tous là en train de se regarder. On essaye de se mettre les uns contre les autres pour essayer de se dire ok, il se passe quelque chose, mais t'es pas tout seul. On est là, tous, dans cette épreuve, on est tous là ensemble. Puis je regarde un peu autour de moi, je vois d'un côté qu'il y a de la côte, donc je me dis, bon, on n'est pas loin de la terre, donc s'il y a besoin de partir du bateau, ça va pas être trop compliqué, mais en même temps, on sait pas trop ce qui se passe. J'attends les ordres. Le directeur de croisière appelle tous les hôtes internationaux en disant on va faire une annonce aux passagers, chacun dans sa langue. Donc, il nous donne l'annonce en anglais, donc à traduire à la seconde dans la situation de peur, dans la situation d'angoisse, dans le noir. Écrire comme ça, c'est assez compliqué avec le gilet de sauvetage. C'est une situation qui est assez bizarre. On est tous rassemblés dans le petit bureau parce qu'on sent bien que sur la passerelle, on est de trop. Et dans ce bureau, il y a des écrans qui matérialisent une coupe du navire. Sauf que là, on voit l'eau matérialisée en bleu qui commence à rentrer sur la coque. Et là, je comprends qu'il y a vraiment quelque chose de grave. Je ne peux pas prendre l'initiative moi-même de faire une annonce de mon propre chef. Et je fais l'annonce qu'on m'a dit de faire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous avons un problème sur les générateurs électriques du navire. Tout est sous contrôle. Gardez votre calme. Elle est faite en toutes les langues. Donc moi, je l'ai faite en français, mes collègues dans leur langue. Ma voix est tremblotante, on sent quand même que j'ai peur. Et j'ai l'écran où je vois l'eau rentrer devant moi. Et je vois qu'il y a l'eau et je me dis, mais... Je sens qu'à ce moment-là, je mens aux passagers, mais oui, j'ai peur. Et là, je réalise que peut-être je vais mourir. Que ma vie, elle va s'arrêter là, que j'ai 28 ans et que je vais mourir sur un bateau, je vais mourir noyé dans la Méditerranée. En fait, il y a plein de sentiments qui se mélangent. Il y a la tristesse, il y a la peur. Et puis, on se dit, j'ai pas pu dire au revoir à mes parents parce que ça fait quelques jours que j'ai pas de nouvelles. J'ai pas mon portable, donc je vais pas pouvoir les prévenir de ce qui se passe. Ils vont allumer la télé le lendemain matin, ils vont voir ce qui s'est passé, mais ils vont pas savoir où je suis. Il y a plein de sentiments qui se mélangent et j'ai peur. J'ai peur, je suis là, j'ai peur et j'attends qu'une chose, c'est que le commandant il nous dise abandonnons le bateau, quoi. Après cette annonce, on quitte ce petit bureau et on se remet sur la passerelle, donc qui est toujours dans le noir. Je vois des hélicos qui tournent, je vois le commandant qui parle fort. Il y a des plantes qui commencent à rouler vers le côté qui est immergé. D'un seul coup, le commandant prend la parole et dit abandon ship, abandon ship, abandon ship. Donc il le dit 3 fois. Il y a les 7 sonneries brèves et une sonnerie plus longue qui informent les passagers plus l'équipage qu'il faut abandonner le navire. Je descends sur mon point de rassemblement qui est situé pont 6, qui d'habitude est un pont qui est assez élevé en navigation, mais là, j'ai quasiment les pieds dans l'eau. Je suis obligé de me tenir la main derrière sur la rampe métallique pour pas glisser et pour pas tomber à l'eau. J'ai plus ma couverture, on est en plein mois de janvier, il fait froid, mais j'ai pas froid. Parce que je suis tellement stressé, j'ai tellement peur que les nerfs me tiennent chaud. C'est ce qui me permet de ne pas pleurer, de ne pas montrer aux gens que j'ai peur et que moi aussi j'ai qu'une envie, c'est de monter dans la première chaloupe et puis de partir. Mais je peux pas. Les premières chaloupes sont mises à l'eau et les premiers passagers arrivent. Avec tous mes collègues, on se les passe de main à la main. C'est vraiment un peu le chaos sur le pont et sur le bateau en général. Il y a un bruit constant de hurlements, de gens qui parlent fort, d'enfants qui pleurent. Il y a les hélicos qui sont en train de tourner autour du bateau avec les projecteurs pour filmer dans l'eau, voir s'il y a des gens. Il y a les chaloupes qui tapent contre la coque parce que même si on est préparé en amont à l'évacuation et à conduire les chaloupes pour les membres d'équipage dont c'est la tâche, quand tu es sur le fait accompli, dans le noir, tu n'as pas la même dextérité que tu aurais pendant un exercice. Je suis au milieu d'un chaos, moi je réfléchis pas.
Je fais ce que j'ai à faire, je fais mon job, tout en pensant à ma cabine qui est déjà sous l'eau. Donc, j'ai perdu tout ce que j'avais, tous mes papiers d'identité, tous mes habits, tout ce que j'avais pour 6 mois, en fait, à bord. J'ai plus rien, j'ai plus que ce que j'ai sur le dos. J'ai peur, mais je sais que je vais m'en sortir parce que je vois la côte qui est pas loin. Donc, je me dis que s'il faut que je saute, je sauterai à l'eau. J'aurais pas à sauter très haut, je me mettrai à l'eau et je nagerai. Sur le pont, il commence un peu à avoir des tensions entre les passagers et nous, parce qu'ils commencent à nous reprocher un peu d'avoir caché la vérité, alors que nous non plus, on n'avait pas la vérité. On est tous dans cette situation où on est stressé, on a peur. Donc la peur, des fois, fait faire des choses complètement irrationnelles et des choses qu'on peut regretter. Je vois à un moment une personne qui vient pour évacuer avec des talons aiguilles. On lui demande gentiment d'enlever ses talons parce que c'est dangereux. Elle veut pas, donc moi de nerfs, je lui dis donnez-les-moi, montez dans la chaloupe, je vous les redonne. Je prends ses chaussures et je les jette à l'eau. De rage parce qu'elle veut pas m'écouter et elle veut en faire qu'à sa tête. Et en fait, là, il y a plus d'amusement. Un autre monsieur qui vient, un passager avec qui je m'entends très bien, qui arrive, qui me crache au visage. À ce moment-là, j'ai juste envie de lui mettre un coup de tête. Mais je le fais pas parce que je suis dans mon job. Je reste pendant 1h15 à évacuer les passagers dans les chaloupes. Ma chef sort d'un des salons du bateau. Elle me dit tu montes dans la prochaine chaloupe et tu vas accueillir les passagers à terre sur l'île de Giglio. Je remplis la chaloupe avec les derniers passagers. Je me mets au fond de la chaloupe, au dernier rang de la chaloupe avec des collègues et j'ai honte d'avoir un peu menti à tous les passagers. Je commence un peu à culpabiliser de ce qui s'est passé jusqu'à présent, bien que j'ai fait mon travail correctement. Voilà, j'ai un peu ce sentiment de honte et je me dis mais pourquoi j'ai pas dit la vérité tout de suite. Et puis je mets mes bras autour de mon visage et là je craque. Il est 1h15. J'ai pas craqué depuis que l'alarme a retenti à 21h. J'ai les larmes qui coulent sans que je puisse rien contrôler. Je peux pas me retenir en fait. Les larmes elles coulent toutes seules. Et je lâche la pression. La peur commence à redescendre quand même parce que je sais que je suis dans la chaloupe et qu'on est quasiment arrivé au quai sur l'île. Je sais pas s'il y a des blessés, je sais pas où sont mes collègues. J'ai juste envie aussi de voir mes collègues qui ont été ma famille pendant tous les mois. Je les cherche, je sais pas où ils sont, je sais pas qui a débarqué, je sais rien. J'arrive sur l'île, donc l'île de Giglio, une île italienne. Je débarque de la chaloupe après que tous les passagers soient sortis. Il y a des membres d'équipage qui sont là, qui récupèrent tous les gilets de sauvetage. Il y en a déjà beaucoup qui font un amoncellement sur le quai. Et moi, je me retourne et là, je vois le bateau couché dans l'eau. Je vois au loin des navires de croisière qui ont entendu notre signal de détresse et qui sont venus nous aider. Je vois les lumières des gilets de sauvetage qui clignotent. J'en vois dans l'eau, donc je me dis qu'il y a des gens qui ont sauté et qui sont en train de nager pour arriver. C'est assez effrayant de voir cette eau noire qui entoure le Concordia. Sur l'île, sur le quai, il y a comme un brouhaha constant de gens qui parlent, de gens qui crient, qui s'appellent. Voilà, et c'est là que je prends conscience vraiment de la catastrophe et que je dis je suis sauvé. Je suis sur la terre ferme, tout va bien. Je quitte le quai de débarquement des chaloupes pour avancer un peu sur la place, le port en fait. J'avance sur l'île, je vois 2-3 collègues, des danseurs du théâtre qui sont là. Je me précipite vers eux, enfin on est en vie quoi. On vient de vivre un truc terrible, on est en vie, on est content de se voir et on craque tous. Et là, on se cache plus parce que au bout d'un moment, faut que ça sorte, quoi. Je passe un peu de temps avec eux et puis j'ai envie de m'isoler de tout ce brouhaha. Les blessés commencent à arriver, ils sont transportés par des gens de l'île qui ont mis leur véhicule personnel à disposition. Et moi, j'ai qu'un objectif, c'est de prévenir ma famille. Donc, gère un peu sur l'île. Je marche au hasard dans les rues. C'est pas très grand. Donc j'ai vite fait le tour, je commence à sonner chez les gens.
Certaines personnes ont ouvert leur domicile, distribuent du café, distribuent des jus de fruits, des couvertures, des draps pour se protéger. Moi, je cherche quelqu'un en parlant en italien, en demandant téléfono pour pouvoir prévenir ma famille. Là, je rentre chez quelqu'un très très sympa qui me fait rentrer, il me fait un café chaud. Il fait chaud dans la maison, donc c'est agréable, je me réchauffe. Je peux appeler ma famille pour rassurer. Le problème, c'est que je me souviens que d'un seul numéro. Donc j'appelle la personne chez qui j'habite, il est 2 heures du matin. Elle décroche pas une première fois, je réessaye, elle décroche. Je lui dis écoute, je suis en vie. Elle me dit mais oui, t'es en vie. Je dis oui, mais le bateau a fait naufrage, je suis en vie. Préviens tout le monde. Et il me dit oui, 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 oui. Et il me dit mais comment ça le bateau a fait naufrage? Je dis oui, le bateau a fait naufrage. Je dis tu verras. Tu vas voir à la télé, tu verras demain matin. Mais je suis en vie, surtout tu dis bien à tout le monde que je suis en vie. J'ai plus de portable. Pour la suite, je sais pas. Donc je raccroche et je vais à l'église et je vois que l'église a été ouverte et accueille des naufragés comme moi. Le prêtre de cette église a transformé l'autel en lit pour les petits, les plus petits. Les gens sont assis par terre, mais de partout. Je continue un peu mon errance. J'arrive dans une rue, il y a une épicerie. L'épicerie a complètement ouvert et le monsieur laisse les gens se servir ce qu'ils veulent, en fait. Les gens font des thermos de café. Les gens sont vraiment très, très, très gentils. Au bout d'un moment, je sais qu'il faut que je retourne sur le port parce que ma casquette de membre d'équipage reprend le dessus. Pendant mon temps d'errance, ma chef a débarqué. On se prend dans les bras et je lui dis qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Elle me dit écoute, il faut que tu annonces aux passagers qu'il faut qu'ils prennent un ferry pour aller sur le continent. Je dis ok. Elle me dit il y a un porte-voix, prends le porte-voix. Tu grimpes sur comme une espèce d'échelle avec une plateforme assez haute. Donc je grimpe sur l'échelle et je commence à faire les annonces en français et en anglais pour informer les passagers. Et voilà, ils montent sur le ferry. Le premier ferry part. Pendant que le premier ferry part, le deuxième arrive à vide. Il y a des rotations qui sont faites. Je suis en petite chemisette à manches courtes avec mon pantalon 3/4. Mes mocassins, j'ai rien d'autre. J'ai un coup chaud, un coup froid parce que là, il y a la fatigue qui arrive. Voilà, je continue mon job jusqu'au lever du jour, en fait. Et ma chef vient en bas de l'échelle et puis elle me dit le prochain ferry, tu montes, tu vas sur le continent, il y a les gens de la compagnie qui sont là, qui vont nous prendre en charge, tu y vas. Et je me dis, mais ok, tu viens de vivre un naufrage, mais tu es obligé de reprendre un bateau pour refaire une traversée, pour aller sur le continent, pour que ce soit définitivement fini. En moi-même, je sens que le cauchemar, il n'est pas totalement fini parce que il y a toutes les images qui reviennent, il y a le Concordia qui est sous l'eau et qui est en face de nous. Et en même temps, j'ai envie de monter dans le ferry et puis de me dire, allez hop, va sur le continent et tout ça, c'est derrière. J'arrive sur le ferry, il y a des places à l'intérieur, il y a des places à l'extérieur et notre rôle de membre d'équipage, on se met automatiquement à l'extérieur pour laisser les passagers au chaud à l'intérieur. On est dehors en plein vent, il fait froid. On se serre les uns contre les autres et la traversée commence. La traversée qui dure 20 minutes, c'est interminable. Il y a du vent, donc ça bouge. Je suis vidé en fait, je suis fatigué. J'ai qu'une seule envie, c'est de dormir. J'ai faim, très très faim. J'ai vraiment envie de manger. J'ai soif. Puis je prends en compte ce qui s'est passé. Je commence un peu à réaliser réellement cette nuit d'horreur que je viens de vivre. Le ferry dépasse le Concordia et avec mes collègues, on se retourne et on regarde. On voit l'autre côté du Concordia et on comprend réellement ce qui s'est passé parce qu'on voit la brèche dans la coque avec le bout de rocher que le navire a arraché et qui est dans la coque. Et là, on se rend compte qu'on a de la chance d'être en vie. On voit des gens sur la coque en train de descendre sur une échelle de corde pour embarquer dans des chaloupes de l'autre côté. Puis au bout de 20 minutes, j'arrive sur le port de Santo Stefano. Il y a la Croix-Rouge italienne, la police. Je tourne la tête sur la droite et je vois les premiers corbillards. Et là, je comprends qu'il y a plus que des blessés. J'espère que ce n'est pas des collègues à moi. Il y en a que je n'ai toujours pas vus, je ne sais pas où ils sont, je ne sais pas s'ils ont évacué, je ne sais pas s'ils sont blessés, je ne sais pas s'ils sont décédés. Je regarde, je réfléchis, mais je détourne vite
ma tête parce que j'ai pas envie d'admettre que des personnes sont décédées dans la catastrophe. Là, la compagnie nous prend en charge. Après, on va dans un hôtel. Donc, au bout de 5 jours, je reçois un laissez-passer de l'ambassade de France. Bien évidemment, plus de pièces d'identité. Donc, pour voyager, c'est compliqué. La police vient me chercher dans une voiture banalisée, m'emmène à l'aéroport de Rome. J'ai l'impression d'être un grand criminel, d'avoir fait un truc de quelque chose de très, très grave et qu'au final, non, j'ai rien fait. Enfin, voilà, il m'escorte jusqu'à ma place dans l'avion. Donc, je suis côté hublot. Je m'assieds, l'avion décolle, je me dis, je quitte enfin tout ça, je rentre chez moi. Après 2 heures de vol, j'arrive à Paris, je vois ma famille, je fonds en larmes parce que je suis tellement heureux de les retrouver. Je me dis, c'est fini. T'es avec ta famille, t'es rentré chez toi, c'est fini. Et je craque parce que j'ai plus qu'un tout petit sac de voyage qu'une collègue m'a acheté avec un slip, une paire de chaussettes et un t-shirt. J'ai plus que ça. C'est tout ce qui me reste de 6 mois de vie. Et j'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher. Donc je rentre chez ma famille en banlieue parisienne et pendant 1 semaine, je m'isole du monde extérieur. 1 mois après le naufrage, je vais chez mon médecin, je lui parle un peu du naufrage, de comment je me sens et il me dit « mais tu sais, c'est comme quand tu tombes de vélo, il faut remonter rapidement pour un peu conjurer le mauvais sort » entre guillemets. Hein. Je reprends confiance en moi et je me dis, je suis capable de remonter sur un bateau. Donc en avril 2012, avec mon ami Sébastien, on réserve une croisière en Méditerranée, quasiment identique à celui du Concordia. Je monte sur le bateau, je regarde un peu où sont les gilets de sauvetage, comment évacuer. C'est un petit peu difficile, mais voilà, mon ami Sébastien est là, il me soutient beaucoup. Je sais que dans cette croisière, on passe au large de l'île de Giglio et j'ai besoin à ce moment-là de sortir sur les ponts extérieurs, de voir le Concordia qui est toujours couché. On le voit dans la nuit et j'ai ce besoin-là pour rendre hommage aux personnes décédées. Je suis sur le pont, je suis triste, j'ai des larmes qui coulent, j'ai froid, mais j'ai Sébastien qui est à côté de moi et qui me dit « ça va aller, viens on rentre parce que t'es pas bien, il fait froid » et je lui dis « non, je veux rester ». D'y repasser, ça... en étant sur un autre bateau de croisière, ferme un peu cette page. Comme si je disais à ce moment-là, oui, j'y passe, mais j'ai pas d'accident. Et au bout d'un moment, je me dis, mais allez, rentre, la soirée continue, les vacances continuent, la vie continue. Vous venez d'écouter Transfert. Ce témoignage a été recueilli par Julie Plouvier. Transfert est un podcast produit par Slate. Direction et production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargée de production, Astrid Verdun. Chargée de post-production et habillage musical, Mona Delahaye. Prise de son, Johanna Lalonde. L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 3 fois par mois, Transfert donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, c'est simple, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter, notre compte Instagram et rejoindre le Discord de Transfert. Toutes les informations nécessaires sont disponibles dans la description de l'épisode. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.